et messieurs, surtout non, mesdames, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus aux conseils municipaux de Gonesse, mesdames et messieurs les conseillers municipaux de nos villes voisines, de la circonscription, mesdames et messieurs du conseil municipal de la jeunesse de Gonesse, mesdames et messieurs, chers amis, j'espère n'avoir oublié personne. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour honorer la mémoire des 113 personnes qui ont péri un 25 juillet 2000. Je n'avais à cette date-là que 15 ans, mais je me rappelle encore très bien. Je n'étais pas en France et j'ai pu lire à travers la presse, dans les médias, cette terrible tragédie. Parce que si elle a bien fait quelque chose, c'est nous marquer tous. Quand je lis ce monument et que je vois ce qui est écrit dessus, le Concorde s'est écrasé et a brisé la vie de 113 personnes. En réalité, elle a tué 113 personnes, mais elle a brisé la vie de toutes les familles et de tous ces gens qui entouraient ces personnes qui sont décédées. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons également leur rendre hommage. Pour vous dire également qu'au-delà de ce traumatisme du 25 juillet, nous avons, comme nous sommes à proximité de l'aéroport, nous avons connu de terribles autres tragédies, notamment à Goussainville avec le Tupolev. Et je voulais remercier Monsieur le maire d'avoir organisé cette cérémonie parce qu'il est important de ne jamais oublier, d'honorer et de respecter surtout ce qui s'est passé. Respecter dans le sens où ce qui est arrivé, mais il faut qu'ensemble, nous arrivions à faire en sorte que ça ne se reproduise plus. On en discutait tout à l'heure avec Monsieur le maire de Gonesse. Il est important chaque jour de rester vigilant. En étant à la proximité d'un aéroport, on est parfois plus sujette à connaître ce genre de tragédies, même si elles sont très rares et heureusement. Mais il faut être vigilant sur la sécurité des avions qui nous survolent au quotidien. Je vous remercie encore une fois, Monsieur le maire, pour cette cérémonie, parce qu'elle permet encore une fois de mettre à l'honneur toutes ces personnes décédées, mais de mettre aussi à l'honneur leurs familles, et de se rappeler que dans cette belle ville de Goussainville, beaucoup de choses se passent au quotidien, beaucoup de choses également se sont passées qu'il ne faut qu'on oublie jamais. Et pour terminer, je parlais tout à l'heure avec Monsieur Akou et je lui disais que je n'avais jamais vu cette stèle parce qu'elle est quand même à l'écart de la route, à l'écart, j'allais dire, de la ville. Mais en même temps, c'est ici que cet avion s'est écrasé et je la trouvais très jolie. Et je lui disais, j'adore le symbole de la vitre brisée. Il me dit, mais c'est pas volontaire, quelqu'un l'a cassé en fait. Et bien pourtant, même dans cet acte un peu de, j'allais dire, de non-bravoure, hein, finalement, il a peut-être réussi à remettre un coup de vérité dans ça parce que c'est bien des vies qui ont été brisées. En tout cas, merci à tous pour votre présence et puis très bonne cérémonie en tout cas et paix à leur âme. À 16h44, s'écrasait le Concorde du vol Air France 4590, provoquant la mort de 113 personnes. Ce vol était à destination de New York, même si les passagers devaient séjourner ensuite en Équateur. Les 100 personnes à bord, dont 96 Allemands, partis donc pour cette croisière en Équateur, les 9 membres d'équipage et les 4 personnes au sol, dont 3 employés et un touriste de l'hôtel Isibo, c'était le nom de l'hôtel juste à côté, totalement détruit par le crash. Cette catastrophe s'est produite 90 secondes seulement après le décollage de l'appareil, alors que le pilote tentait un atterrissage d'urgence au Bourget, comme l'indiquent les enregistrements radio des boîtes noires.
Aujourd'hui, nous sommes, 20 ans après, réunis pour rendre hommage aux victimes de cette catastrophe aérienne. Cette tragédie a marqué l'histoire de Gonesse et de ses habitants, et plus largement l'ensemble du territoire de Roissy. Le traumatisme est toujours vivace. Pour ceux qui en ont été les témoins, cette journée du 25 juillet 2000 est dans toutes les mémoires, et Gonesse n'a pas oublié. Le choc, la violence et l'émotion d'une vision de mort et de désolation reviennent en chacun d'entre nous dès que l'on évoque cet instant où Gonesse bascula dans l'horreur. La lecture des témoignages d'époque nous le rappelle. Boule de feu, nuit d'enfer, fumée noire, chaleur incroyable, projection de métal, odeur de kérosène et de chair brûlée. Voilà les expressions. Voilà les témoignages. Immédiatement, l'alerte rouge est donnée. Plus de 400 pompiers sont mobilisés qui maîtrisent le feu moins de 3 heures après l'accident. Gendarmes, policiers, hélicoptères et ambulances sont envoyés sur le site bouclé. Accourus sur les lieux, les premiers journalistes ne voient qu'une longue colonne de fumée s'échapper d'un amas de cendres. De l'hôtel en bois, Hôtellissimo, il ne reste que l'enseigne. La gérante, Michel Fichetot, écrira plus tard dans son livre « Putain de crash », c'est le titre, qu'elle venait de commencer son ménage dans l'hôtel, après le service du midi et avant le service du soir, et avant l'arrivée de jeunes Britanniques. L'hôtel était vide, il y avait du personnel, et il y avait aussi du personnel qui avait rejoint son domicile, il n'y avait plus, en tout cas aussi de clients au restaurant. Sortie par la fenêtre juste avant le crash avec son apprenti, elle subit de graves brûlures au visage et au bras, et elle était avec nous 3 jours après, évidemment, dans la marche silencieuse. Elle est, et depuis 2001, en Nouvelle-Calédonie, avec son mari et ses 2 enfants. Elle n'a pas pu venir, mais nous savons qu'elle va bien. Nous pensons à elle, à sa famille aussi, en cet instant. Au milieu des débris fumants de la carlingue, portant encore l'inscription Air de Air France, gisent les corps dans une odeur nauséabonde. Lorsque l'œil s'habitue à travers la fumée, surgit l'horreur. Par dizaines, des corps ou des morceaux de corps affreusement mutilés apparaissent, certains complètement carbonisés, ici et là, des chaussures, des débris, racontent, bouleversé, un jeune secouriste. L'émotion est planétaire. À Gonesse, dans les jours qui ont suivi, une chapelle ardente est installée salle Jacques Brel et une marche silencieuse, donc, comme je l'ai dit, a été organisée. Cette chapelle ardente, où le président de la République, Jacques Chirac, vient évidemment après que le jour du crash même, le Premier ministre, Lionel Jospin, était lui-même venu avec le ministre des Transports, Jean-Claude Brissot. Le bilan humain aurait pu être plus lourd si l'appareil s'était écrasé sur la ville. Le pilote avait cherché, je l'ai dit, à rejoindre le Bourget. Mais la vraie trajectoire du Concorde, c'était la ville comme tous les jours. Les Gonéciens connaissaient le vol du Concorde qui survolait avec le bruit particulier du Concorde, la ville. Cela pose la question forcément de la sécurité aérienne aux abords des aéroports quand on sait que 75% des crashs aériens ont lieu au décollage ou à l'atterrissage sur des zones en général densément peuplées. En tout cas, c'est le cas ici dans l'est de Val d'Oise. Et même de l'autre côté en Seine. Dans cette affaire, il faut voir plus loin que le seul scénario de crash décrit par le rapport d'expertise du bureau enquête analyse, le BEA. La lamelle métallique du DC-10 de la compagnie américaine Continental provoquant l'éclatement du pneu, les traces de suie sur la piste, les flammes longues de 60 mètres qui dévorent l'appareil
font exploser le réservoir et vont jusqu'à brûler l'herbe qui recouvre le bout de la piste. C'est la thèse officielle. Elle fut ensuite largement discutée, pour ne pas dire contestée. Il faut en effet s'intéresser à l'appareil lui-même. Concorde, c'est un superbe appareil, c'est l'histoire de l'aéronautique française, certes. Mais il faut rappeler, parce que nous avons un devoir de vérité, que lorsque du procès en appel, en 2012, la justice a reconnu que Concorde n'aurait pas dû voler, qu'on aurait dû lui retirer son certificat de navigabilité, l'expertise judiciaire ayant révélé, par la voix du procureur de la République, que le crash de Gonesse résultait d'un défaut important, je cite, du supersonique. Le Concorde avait, selon le rapport du parquet de Pontoise, une faiblesse au niveau de l'intrados, c'est-à-dire la surface intérieure de l'aile et des réservoirs de carburant, sujet à une exposition à des chocs multiples, je cite, en cas d'éclatement de pneus de roue. Ce problème, d'ailleurs, avait été détecté dès 1979 par le constructeur aérospatial et la Direction générale de l'aviation civile, qui en avait été informés, tout comme les compagnies Air France et British Airways, sans que toutes les mesures nécessaires finalement aient été prises pour y remédier, semble-t-il. Les experts ont donc cherché des solutions, mais aucune modification a été réalisée pendant plus de 20 ans pour pallier à ces défaillances, dont une note interne de la DGAC du 10 août 1979 indique pourtant qu'elle était susceptible de provoquer des accidents. Il y a eu donc de nombreux incidents. 67 ruptures de pneus se sont produits dès avant 2000. 24 ont provoqué des impacts sur la carlingue et dans 7 cas, les réservoirs de carburant ont été percés. Tout cela, nous ne le savions pas au moment du crash à Gonesse. Et pourtant, cela fait partie de la réalité. Et en disant cela, que chacun comprenne bien, nous sommes fiers du Concorde, bien évidemment. Il fait partie même du mythe national dans l'histoire de l'aéronautique, et c'est compréhensible. Mais voilà la vérité qu'il faut aussi dire aujourd'hui, et rappeler 20 ans après la catastrophe. Et cela n'aurait pas dû à ce point occulter des faits susceptibles de remettre en cause la sécurité des vols. Tout de suite après le crash, j'ai donc cherché à comprendre, et j'ai découvert cela comme d'autres. C'est pourquoi j'étais opposé à la reprise des vols du Concorde, tant qu'on ne pourrait pas établir toute la vérité qui ne l'était pas dans les jours qui ont suivi le crash. Et pourtant, le Concorde a repris son service en novembre 2001. Certes, il y a eu des travaux, enfin, au niveau de l'appareil, pour permettre la reprise des vols. Mais 9 incidents donc, ont eu lieu néanmoins. Et cela jusqu'en 2003, date à laquelle l'exploitation de l'appareil a été arrêtée. C'est finalement la situation économique qui a signé sa mise à la retraite prématurée, avec la baisse du nombre de passagers, bien évidemment, l'explosion des coûts de maintenance d'un matériel vieillissant. Finalement, Concorde a été un bel avion, un prototype jamais produit en série, mais il n'a jamais surmonté ces handicaps pour être exploité que de façon commerciale et de façon sécure. Particulièrement gourmand en carburant, il perdait tout espoir de rentabilité 3 ans déjà avant sa mise en service lors du premier choc pétrolier de 1973 et de la, évidemment, des bandades des compagnies qui avaient fait des commandes. 80 exemplaires avaient été commandés, puis annulés les unes après les autres, à raison évidemment du choc. Polluant, surtout haute altitude de croisière, il est le seul à voler, bruyant en raison du bang supersonique. Il a été l'objet de vives critiques, mais en même temps d'adulation, que l'on peut comprendre. Sur le plan économique, son bilan est sans doute mauvais, mais sur le plan de la recherche, son bilan reste positif.
Après une telle catastrophe aérienne, évidemment ici, nous exigeons, nous voulons, demandons toujours en permanence qu'il ne se reproduise pas sur les territoires aéroportuaires de telles catastrophes. On ne vit pas dans l'angoisse du crash permanent, on vit avec l'histoire de l'aviation depuis ses débuts, depuis les débuts de l'histoire du Bourget, avant même, évidemment, l'aéroport de Roissy. Mais il faut absolument que nous soyons vigilants, qu'on sache tirer les leçons du passé. Et donc, j'ai toujours demandé, en tant que parlementaire, un renforcement de l'indépendance et des moyens du bureau d'enquête et analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Je juge aussi nécessaire le suivi par le Parlement des questions touchant la sécurité aérienne pour que ce soit plus transparent, pour que l'opinion publique soit saisie, non pas pour faire peur, mais simplement peut-être pour rassurer et surtout pour être vigilant, car nous sommes pour un transport aérien, évidemment, qui est en général sûr, mais il y a aussi ces catastrophes, elles existent. Il ne faut pas donc les ignorer. Je rappelle que la proposition de conférence parlementaire annuelle a été faite dans un rapport d'enquête parlementaire dont j'ai été membre de cette commission en 2004, suite à un autre crash, où cette fois-ci les victimes étaient des victimes françaises. Vous vous en souvenez peut-être, c'est l'appareil qui s'est crashé en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Donc, cet accident avait fait 148 morts, dont 134 Français. Et il avait causé une grande émotion dans notre pays, légitime. Enfin, à l'heure où l'on annonce le successeur du Concorde, l'aviation supersonique XB-1 du constructeur américain Boom Technology, officiellement, il sera dévoilé au public le 7 octobre prochain, et que 76 commandes ont déjà été passées par Virgin Atlantic ou Japan Airlines, je souhaite que la réflexion de l'État français en matière de sécurité aérienne, puis soit poursuivie, accélérée dans la transparence, car l'opinion publique est concernée. Ce n'est pas une position évidemment hostile au transport aérien, c'est simplement pour que le transport aérien se développe, il faut qu'il se développe dans la sécurité. Et évidemment, je n'aborderai pas là, ce n'est pas le sujet, la question de l'environnement, la question de la santé des populations vivant. Voilà, donc c'est donc ici, merci de votre présence. L'émotion, toujours 20 ans après, l'émotion comme en témoigne cette stèle, Madame la députée, vous avez dit qu'elle était plus belle, alors qu'on a été victime dans les jours qui ont précèdent notre cérémonie, d'un acte de vandalisme incompréhensible. Alors donc, on n'a pas eu le temps de changer la partie centrale de la stèle pour notre cérémonie, hein. Mais je ne sais pas si vous invitez à rien ne pas y toucher, ou en tout cas à reconsidérer cette partie de l'œuvre. C'est à réfléchir. En tout cas, voilà, nous avons exercé, nous exerçons le devoir de mémoire, ça c'est absolument nécessaire, avec émotion, comme lorsque nous avons inauguré cette stèle en 2006. Et puis, nous exerçons le devoir de vigilance. C'est l'intérêt de nos populations, c'est l'intérêt du transport.